Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais pouvoir inviter François. Hop, de ce soir. Hello, Hello. ça va? Tu m'entends bien? Ouais, ouais, je t'entends. T'es bien Et toi? installé? Ouais, ouais, je suis bien installé. Ça va, Super. mon son est bon? Il est nickel. Je vais mettre un peu plus de lumière, comme ça moi je te vois bien. Parfait. Merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment très très Merci à toi. heureuse de pouvoir faire ce live avec toi ce soir. Parce que tu es quand même un des premiers dont j'ai fait de la boulimie de vidéos sur YouTube. Et D'accord. oui, vraiment, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à tomber dans, dans tout ça, tes vidéos ont vraiment eu un impact très très fort. Donc je suis très heureuse de pouvoir faire ce live. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien, merci. Ça va bien. Oui. Ouais, ouais. Grosse journée, mais ça va bien. Tu es dans la nature, toi, tu es en Ardèche, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'habite dans la moyenne Ardèche, dans les montagnes, un petit peu isolé. Ouais, c'est un très beau lieu là où j'habite, ouais. Mm. Alors ce soir, du coup, je vais juste épingler je sais pas trop ce qu'on pourra mettre comme thématique. On s'était dit qu'on allait parler de cultiver la paix intérieure. Je sais pas si ça te va comme Oui, très bien, très bien, comme très bien. Ouais, ouais. De toute façon, thématique. voilà, on peut aborder un petit peu tous les thèmes parce qu'on verra bien un petit peu ce qui est partagé, là où ça va, et puis peut-être certaines questions qu'il peut y avoir. Avec plaisir. Exactement. Donc bonsoir tout le monde. Si jamais vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas. Moi, j'aurais voulu déjà que tu puisses te présenter, dire un petit peu ce que tu fais. Voilà, moi, je t'ai découvert avec tes vidéos sur la méditation. Euh, En fait, il y a plein de thématiques, l'écoute de soi, la Mm. connaissance de soi, retrouver la paix, être centré, l'ouverture du cœur. Donc, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Alors ça, je trouve que c'est toujours un peu l'exercice difficile, tu sais. Pas que de se présenter, mais tenter de donner une image, une vision en tout cas de qui on est. Euh, Bah écoute, euh, alors mon parcours, il est euh, tu sais, quand tu me poses cette question-là, tu sais, il y a toujours la vision, tu vois, de qu'est-ce que je vais partager, tu sais, le parcours de ma recherche, de ma quête, mon parcours de jeunesse, tu sais, parce qu'une vie, c'est intégral, en fait, hein, tu sais, quelque part, la quête et la recherche, elles commencent pas quand on lit un livre de spiritualité ou un livre de sagesse ou on commence un cours de méditation, ça commence par la première expérience de notre vie, hein. Mais voilà, je vais essayer de faire l'exercice, tu sais, en essayant, tu vois, de donner en tout cas ce qui m'a donné cette impulsion. Euh, ouais, mon parcours, ça, bah, tu vois, le début de vie n'a pas été forcément très simple. Ça a été un parcours jonché, on va dire vraiment de beaucoup d'expériences, pas très lumineuses, tu vois. Hein, on pourrait dire ça comme ça. J'ai un parcours, on va dire, qui est très jeune, avec une très grande soif de me découvrir, vraiment très grande, avec un parcours, bien que j'étais très bon à l'école, avec un échec scolaire magistral. Tu vois, je dis magistral parce que, voilà, j'avais vraiment des gros problèmes avec l'autorité, des gros problèmes avec ce système, des gros problèmes avec le système scolaire, l'éducation, ce formatage, ce matraquage un petit peu de la conscience. Et je crois que très tôt, en fait, euh, j'ai bien que j'avais des très très bonnes notes. Je pense que j'ai préféré, en tout cas l'école buissonnière, j'ai préféré les autres fréquentations, ce qui m'a valu, on va dire, de flirter avec la délinquance très jeune,
On va dire ça comme ça. Alors c'est pas toujours des choses que je parle hein, en vidéo, même dans les vidéos que je partage, parce que je sais pas, je parle pas beaucoup de moi en fait. J'aime bien beaucoup donner de clés en fait, beaucoup de contenu pour les personnes, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup en tout cas l'envie parfois de dire les choses. Et malgré que je me rends compte que ça aide quand même les personnes on explique un petit peu son parcours et on explique certaines choses. Et, euh, et donc voilà, donc ce qui m'a valu en fait très tôt de partir, de prendre mon sac et d'être dans la rue pendant plusieurs années, avec beaucoup de voyages, beaucoup de choses. Et peut-être ce qui est la partie la plus intéressante, je vais dire ça comme ça, parce que tout un parcours de délinquance n'est pas forcément plus intéressant que ça, que pour celui qui le vit. En tout cas, qu'on fait fleurir une certaine expérience. Eh ben, ça a été peut-être la rencontre avec un ermite quand j'avais 17 ans. En fait, on était une bande de gars à la rue. Donc moi, je jouais de la guitare. Je jouais de la guitare, je crachais du feu, je faisais du jonglage et, et je dormais dans de multiples endroits en gagnant ma vie comme je pouvais. Et, euh, et ça a été la rencontre avec un ermite quand j'avais 17 ans, avec qui j'ai vécu dans une grotte pendant un an et demi. Une grotte qui était à un jour et demi de route dans les Pyrénées-Orientales, de la première route en fait accessible. Et cette expérience a été vraiment riche parce que j'étais quelqu'un qui était, tu sais, un petit peu anti-système, tu vois, qui est déjà tout jeune. Euh, euh, déjà, je me retrouvais déjà, ça je l'ai jamais dit, tu vois, mais je me retrouvais déjà Exclusivité. ouais, là, c'est exclusivité, à 14 ans à, à danser avec des jumbés tout nus sous champignons hallucinogènes, tu vois, avec la bande de potes. Donc toujours un peu teinté, tu sais, d'une aspiration au chamanisme, à tout ce qui était mystique, tu vois, au mystère de la nature, à toute cette vision qui, pour ma part, en tout cas, peut-être au début, avait peut-être une accessibilité, tu sais, quand on est jeune, un petit peu perdu, en quête de soi, un petit peu fougueux, tu vois, avec toute cette aspiration, cette soif de vie, tu vois, assez forte, hein, et ben, on peut prendre des parcours de drogue ou de choses comme ça, tu vois, pour tenter d'amplifier un petit peu l'intensité, tu vois, d'une vie familiale, scolaire, etc., qui correspond pas. Donc, il y a eu effectivement tout ce parcours qui a été là. Et donc, on était parti pour aller en Inde. On devait aller en Inde à pied dans un camion d'un ami qui était guadeloupéen. Et il nous dit, écoutez, ce serait intéressant qu'on passe voir un ermite que je connais, qui était sur la route. Et on allait le voir, effectivement. On est parti avec des sacs, avec du riz, de la farine, et on allait le rencontrer en fait dans sa grotte. Ça a été une bonne journée et demie de marche. Et c'était un ermite en fait qui vivait en fait dans les montagnes et qui était le chef d'un village de Charsi, les, euh, les planteurs de cannabis des villages pakistanais en fait qui étaient encore dans les montagnes françaises, encore dans les années 60. Et son village avait été chassé en fait et il s'était réfugié en fait dans la montagne. Il avait eu des enfants et il avait fini en fait dans une petite grotte. Et c'était quelqu'un qui avait une vraie dimension en fait assez extraordinaire. Il avait à l'époque 75 ans. Hein. Il vivait pieds nus en fait dans sa grotte. Et quand on est arrivé là-bas, en fait, il nous a proposé en fait si on voulait rester l'hiver. Et je suis resté un an et demi là-bas à vivre en autarcie en fait dans la montagne. Et, euh, et donc voilà, construire des cabanes à la main, faire tomber les arbres, écorcer, aller se, comment dire, se doucher dans les sources chaudes des montagnes environnantes. À chaque fois qu'on faisait quelque chose ou que je faisais quelque chose, c'était toujours un jour ou 3 jours de marche parce qu'une fois par semaine, il fallait aller chercher des bougies, du riz et des choses comme ça dans la vallée. Enfin, c'était un petit peu une grande aventure. Je crois que ça a largement, en fait, ça a largement remplacé le voyage en Inde que j'ai fait bien après, Mm. hein, je pense, par la suite. Hein. Et ça a été le début aussi d'une aventure parce que je pense que il n'y a pas eu que ce voyage-là, il y a eu d'autres voyages. Je suis parti tout seul en Afrique aussi. Et j'ai traversé une partie de l'Espagne à pied. Enfin, il y a eu beaucoup d'expériences, en fait, toujours à la recherche de moi. Et, euh, et par la suite, en fait, euh, je pense que c'est peut-être cette expérience qui m'a vraiment mis en contact avec la nature, véritablement. Et de ce fait, ça m'a mis dans un contact tellement extrême avec la nature, hein, le fait de manger des racines parfois, de tout faire cuire, tu sais, à la, au feu en fabriquant toi-même ton bois les jours de pluie, parce que pour faire un feu, quand il pleut depuis 3 jours dans la forêt, bah, tu vois, c'est toute une aventure, tu vois, c'est une vie très, comment dire,
très vrai. C'est Mm. peut-être le mot. Et je crois que ça m'a réconcilié avec l'électricité et le confort, tu vois. Et toutes ces aventures, en fait, pendant toutes ces années, m'ont amené aussi à, je vais pas dire me réconcilier avec le système, mais c'est comme si j'avais atteint, on va dire, une limite dans laquelle je ne pouvais pas aller plus loin au-delà du système. Tu vois, j'avais testé voilà l'antisystème, un peu la délinquance, les ultra limites, tu vois qu'on peut dépasser avec des zones rouges du Monopoly, hein. Et puis après derrière un petit peu les comment dire le côté vagabond, nomade, et après ensuite le côté ermite. Et tu vois, à un moment, je crois qu'on peut pas aller plus loin, tu vois, que de se retrouver tout seul dans une grotte, dans la forêt. Et je pense qu'il y a eu comme une descente de recherche, et il y a eu cette remontée en fait qui s'est faite, dans lequel je me suis dit, mais en fait, véritablement, si je veux m'épanouir, si je veux véritablement trouver en fait ce à quoi je sers, ce que je cherche, je crois que faut que je sois plus intégral, il faut que j'englobe plus de choses. Il ne faut pas que je refuse le système tel qu'il est parce qu'il apporte des choses. Et, euh, et donc, de ce fait, je suis revenu en Bretagne, parce qu'à l'époque, j'étais du côté de la Bretagne, et j'ai repris en fait mes études que j'avais laissé tomber très jeune, et j'ai appris en fait le paysagisme. J'ai essayé beaucoup de boulot, et le paysagisme touchait, je crois, vraiment beaucoup de choses en fait qui étaient liées à ma passion, vraiment la création, la beauté, l'esthétisme, l'harmonie, la nature, les mains dans la terre, euh, la réflexion, la philosophie, tu vois, quand on médite, quand on cherche les couleurs, les assemblements, enfin ça amenait en tout cas véritablement quelque chose qui me correspondait beaucoup. Et donc j'ai passé mon diplôme que j'ai eu. Alors tu vois là je te fais le parcours, hein, tu vois, mais synthétique hein, malgré Non, tout. Tu vois. mais c'est intéressant. Merci de partager ça parce que ça montre aussi, comme quelqu'un a mis en commentaire, ça montre que, voilà, comme tu dis, il y a des vagues, tu vois, on n'est pas arrivé là où on est aujourd'hui comme ça en un claquement de doigts. Il y a eu plein d'épreuves avant, il y a eu plein d'étapes. Et je trouve que c'est aussi beau qu'on puisse partager ça, parce Hmm. que les personnes qui sont peut-être encore dans le creux de la vague pensent qu'on peut pas remonter, alors en fait, c'est faux. Ouais, ouais. Et, euh, et, euh, et oui, il y a eu des époques très sombres, vraiment très très sombres, hein. Des époques où j'ai de la chance d'être là, en fait, vraiment de la chance. Et, euh, donc voilà. Mais tu vois, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que malgré tout, après avoir passé ce diplôme et m'être retrouvé, on va dire, à travailler comme paysagiste, très rapidement, j'ai eu cette soif de liberté de nouveau et cette quête intérieure de continuer en fait à vouloir à vouloir me chercher, à vouloir me trouver. Enfin, ce qui est tout à fait euh, voilà, ce qui est le cas de tout le monde. Chacun le fait aussi adroitement que maladroitement. Hein, on va le dire ça comme ça. Et, euh, et donc là, j'ai décidé de partir. Il y avait un problème. Bon, je vais pas le redire, mais le temps, j'habitais en Bretagne, le temps était mauvais. Je travaillais dehors toute la journée et j'avais envie de soleil, j'avais envie de partir. Voilà, il y a eu quelque chose et puis il y a eu une synchronicité qui a fait que, eh ben, j'ai pris un billet d'aller pour Rio de Janeiro, Brésil. Et donc voilà. Et puis je suis parti donc traverser l'Amérique du Sud à pied, dans lequel j'ai dû mettre plus de 2 ans et demi, quelque chose comme ça, pour faire ce voyage-là. Et ça a été un voyage aussi jonché de beaucoup de un grand périple, parce qu'il y a eu des pays en guerre, comme l'Argentine d'ailleurs, qui a vécu quelque chose qui flirte beaucoup avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, hein. Je me souviens quand j'ai débarqué en 2001 en Argentine, il y avait à l'époque le feu dans les rues. Les gens descendaient dans les rues. Du jour au lendemain, les banques avaient été fermées, les guichets de banque étaient fermés, les gens n'avaient plus le droit de retirer de l'argent. La police ne faisait rien et je voyais tous les gens avec leurs enfants sortir avec des barres de fer pour casser les supermarchés, pour se prendre des conserves et manger et se nourrir. Tu vois, il y avait déjà quelque chose qu'on ne peut pas imaginer ici, hein, quelque chose qui serait tout à fait possible. Mais quand on l'a vécu, on se rend compte que ce serait quelque chose qui peut, qui peut qui, euh, qui est très proche des situations de crise en fait que Mhm. des pays vivent et que nous on ne connaît pas en fait forcément. Et donc c'était voilà, en tout cas une période qui m'a un petit peu, enfin une situation qui se rapproche de ce qu'on est un petit peu en train de vivre et dans lequel je me remémore en fait certaines choses quand je vois actuellement les choses qui se passent.
Et, euh, et puis sans compter, en tout cas, alors je vais le dire comme ça, parce que tout à l'heure je te parlais, tu sais, de ce flirt léger, tu vois, de cette quête de soi, tu vois, qui va dans les extrêmes. Et je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui a eu besoin d'aller dans les extrêmes, en fait, pour me trouver vraiment. Et, euh, et ce qui m'a amené aussi à me retrouver dans des situations, même en Amérique du Sud, en Colombie, en fait, dans des zones de guerre, dans lesquelles je me suis fait attraper par des paramilitaires, dans lesquelles j'étais dans des zones de front avec des tirs, dans lesquelles je pouvais pas avoir une seule journée sans avoir des flingues sur la tête, être par terre, me prendre un coup de crosse pour des contrôles d'identité. Et il y avait quelque chose en moi qui vraiment voulait savoir, en fait, comme si quelque chose, il y avait quelque chose, je me disais, c'est pas possible. Si je dois mourir, si je ne meurs pas, c'est qu'il y a quelque chose. Mais ça, c'est totalement Mm. inconscient, en fait, tu vois, comme si je cherchais cet accompagnement profond qui était déjà là, qui était évident, parce qu'il m'arrivait des histoires incroyables. Il y avait une histoire aussi, tiens, je la fais parce que je suis parti là-dedans. Je sens que je suis inspiré pour parler. Bon, par contre, tout le monde se dit, mais c'est qui, c'est quoi, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Mais bon. Et, et c'était tu vois, ça c'est pour parler des synchronicités qui sont intéressantes. Je devais prendre un bus et j'étais à l'époque à La Paz et je descendais en fait vers Las Congas, quoi, Cumbias, je sais plus comment ça s'appelait. C'est la zone qui descend de La Paz et qui descend dans l'Amazonie, tu sais. Et c'est un endroit en fait dans lequel euh, c'était la route la plus dangereuse, la deuxième route la plus dangereuse du monde. Et à l'époque, elle était, les deux voitures se croisaient et tu avais un ravin de 2000 et quelques mètres carrés. Et pour faire très court, en fait, trois, quatre fois, j'ai voulu monter dans un bus à 7 heures du matin que je voulais prendre. Et trois, quatre fois, je me suis fait virer. Jamais ça m'arrivait, mais jamais. Jusqu'à un point où j'avais pas d'argent, où la personne m'a viré. Après, je suis arrivé, on m'avait pris ma place, la personne n'a pas voulu me laisser. Enfin, le truc enfin, incroyable, parce que voilà, vraiment, c'est des choses c'était vraiment étonnant. Et en fait, ce bus-là, il est tombé devant moi avec 72 personnes qui sont tombées dans le ravin. Il y avait des Allemands, il y avait des étrangers. Il est vraiment tombé devant moi, en fait, dans un ravin de 2500 mètres, 2500 mètres. Et j'étais derrière dans un petit van que la personne qui m'avait laissé sa place, qui voulait absolument une place dans le bus, m'avait payé, en fait. La nana du bus m'avait dit, prends ce billet et puis tu nous suis. Et, euh, et tu vois, et des histoires comme ça, j'en ai eu plein, vraiment beaucoup. Et c'était intéressant, et c'est vraiment intéressant dans des voyages comme ça, de voir à quel point les synchronicités sont beaucoup plus fortes et que dans le quotidien, ben, bien qu'elles soient là dans le quotidien, mais dans une routine, parfois elles sont noyées dans des petites choses qui nous demandent plus de subtilité, en tout cas pour les percevoir. Et je trouve que les voyages offrent des fois des synchronicités beaucoup plus évidente, beaucoup plus énorme, parce que l'atmosphère, le paysage intérieur change à chaque fois et nous met en lumière en fait des choses qu'à laquelle on avait pensé, des choses qu'on avait envie, des choses qu'on redoutait et des peurs que l'on avait, etc., etc. Donc c'est vraiment intéressant en tout cas de voir ça. Enfin bon, je continue parce qu'autrement je vais vous parler des voyages en Amérique du Sud, hein. Et voilà. Et donc de ce fait, je suis après par la suite rentré en France et c'est là que j'ai cherché à monter ma boîte. Bon, il y a eu encore quelques petites choses. J'ai voyagé pas mal dans la France et j'ai monté ma boîte de paysagiste. Et c'est en fait, comment dire, petit à petit, après par la suite, que je me suis installé en Ardèche et j'ai trouvé un petit endroit dans les bois, dans la forêt, où m'installer, dans lequel j'ai construit ma yourte. Mm. Et j'ai vécu quelques années et tout ça en travaillant dans des résidences secondaires, en faisant du paysagisme. Et puis après, par la suite, j'ai construit ma maison dans laquelle je vis aujourd'hui. Voilà, une belle maison au Saturbois, en haut des montagnes. Voilà. Mm. Donc ça, c'est le parcours synthétique. Le parcours Euh, synthétique perso un petit peu. ouais, ouais. Ouais, Mais c'est pas c'est bien, souvent que j'en parle. c'est Donc, vraiment bien, c'est intéressant de voir les synchronicités, de voir tout ce qui t'a mené jusqu'ici, de voir que même si t'as poussé à l'extrême à chaque fois, eh bien, c'était pas ton heure. ouais, Et c'était pas merci, mon hein, heure. merci l'univers de nous avoir laissé, que tu sois encore là avec nous aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est très inspirant, de partager, ce parcours parce que voilà, ça fait partie de qui tu es et c'est aussi grâce à tout ça que tu peux aujourd'hui transmettre tout ce que tu as appris dans toutes ces dernières années. Hmm. Ah ouais, Et comme alors, chacun qu'est-ce qui d'ailleurs. t'a mené à la méditation? Bah en fait, ça a été quand j'ai vraiment commencé les techniques initiatiques et tout ce qui était lié à la méditation quand j'avais 19 ans.
Et j'avais rencontré en fait des amis à moi en fait qui m'ont vraiment initié à ça. Et, euh, et pour moi, ça a été comme ça a été. J'ai pas commencé par la méditation simple. Tu sais, j'ai pas commencé par la méditation où je me pose, j'écoute ma respiration, j'essaie de faire le vide intérieur. En fait, j'étais quelqu'un qui recherchait beaucoup l'intensité. Et, euh, et pour moi, cette intensité, ce côté fade de la matière, du monde, de ce système, de ce monde dans lequel je vivais, je ne pouvais pas accepter en fait qu'avec ça. J'avais déjà des ouvertures en fait qui s'étaient faites, et pour moi, j'avais envie vraiment d'ouvrir les portes de la perception, d'ouvrir les capacités subtiles, d'ouvrir vraiment les portes sur les autres mondes. C'était quelque chose qui était important pour moi parce que il fallait que j'enrichisse en fait ma perception et que je comprenne un petit peu mieux. Et je savais que la connaissance n'était pas mentale et qu'il me fallait développer d'autres corps en fait pour être capable de pouvoir ouvrir ça. Et c'est là qu'en fait, là, on passe dans la deuxième partie de la vie. C'est plus le voyage physique, c'est là, on rentre vraiment dans le voyage intérieur, le vrai voyage. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, je pourrais dire que le véritable voyage avec enfin, le véritable voyage n'est pas extérieur, il est vraiment vraiment intérieur, hein. Et je pense que le courage que ça demande, la vigilance et les aventures que l'on peut vivre à l'intérieur sont bien plus grandes que ce que nous pouvons vivre à l'extérieur, sincèrement. Et donc voilà. Donc en fait, j'ai fait beaucoup d'exercices initiatiques et des exercices en fait qui principalement en fait développaient les capacités subtiles. Donc il y avait beaucoup de techniques de fixation lumineuse, de giration, de balancer, de mantra rythmé, des vraies techniques corporelles, des vraies techniques en fait qui amènent au développement en fait véritablement des sens, tout un peu les secrets initiatiques des techniques physiologiques en fait qui développent en fait les capacités subtiles. Et ça, j'ai fait ça pendant des années, mais quand je te parle d'intensité et d'extrémisme, c'est que j'ai fait ces exercices pendant plusieurs heures par jour, pendant plusieurs années. Et ça a été presque, je dirais en moyenne, j'étais à peu près à 4 heures, entre 4 et 5 heures et demie de méditation par jour pendant une douzaine Mm. d'années à peu près. Donc comme je faisais ce que je voulais, j'étais dans la montagne et puis je travaillais pour des résidences secondaires, des, des gens qui avaient et dans lequel en fait je faisais bien ce que je voulais en fait quelque part parce qu'ils n'étaient pas là, ils me faisaient entièrement confiance, donc je pouvais créer des jardins, faire des choses, faire de la création, faire de l'entretien. Et puis des fois je me réveillais le matin et je me disais tiens je vais travailler, et là je me disais, je regardais le temps et je me disais non, là faut que je médite, hein. Et je me posais et je regardais pas la montre, je regardais pas l'heure, je regardais rien, je méditais. Et quand je réouvrais les yeux, c'était ben après je me disais est-ce que tu as envie d'aller travailler? Et puis des fois c'était non. Et puis des fois j'y allais. Bon, faut dire que je faisais pas que méditer, hein, je travaillais quand même. Hein, mais c'est beaucoup de travail. C'est pas une méditation. C'était pas des méditations passives. C'est très très actif. Ça demandait beaucoup de concentration, beaucoup de vigilance, d'exercices qui amenaient aussi beaucoup de, de ouais, qui développait une vraie richesse intérieure qu'il fallait entretenir et qu'il fallait développer. Puis c'était une restructuration complète en fait de tous mes corps en fait, comme une sorte d'athlétisme intérieur pour avoir les corps qu'il faut pour être capable de pouvoir développer, on va dire, ma capacité de m'ouvrir à d'autres mondes. Et forcément, à force de faire ce type de travail, à un moment, les corps et la conscience s'ouvrent. C'est un petit peu comme si une personne faisait des pompes et des abdos et des haltères tous les jours et se demandait au bout de 2 ans comment ça se fait qu'il n'est pas musclé. À un moment, c'est pas possible. Il y a forcément des muscles qui se créent. Là, c'est un peu la même chose. Et, euh, et donc, en fait, c'est véritablement, et je le dis souvent, en fait, que je me suis pas ouvert à, à la dimension du divin, je me suis pas ouvert à toute cette dimension intérieure par une aspiration consciente. Je me suis vraiment ouvert à ça par le fait que ma conscience s'est ouverte véritablement sur d'autres plans et j'ai vécu vraiment des expériences fortes et je vivais des expériences que je ne pouvais plus contrôler et il y avait tout un ensemble de d'ouvertures qui se sont faites en fait naturellement et toutes ces ouvertures m'ont amené à rencontrer des êtres invisibles, à commencer à être enseigné dans d'autres plans, la nuit, la journée, à commencer je dirais à même plus vivre avec les humains, hein, parce que je passais mes journées en fait à parler avec d'autres êtres. Et c'est aussi la conséquence aujourd'hui de ce que j'enseigne aussi dans la rencontre avec les mondes invisibles, l'esprit de la nature et tous les autres plans, dans le sens où tout ce que j'ai appris, je l'ai pas lu dans les livres, j'ai été enseigné en fait par d'autres êtres et j'ai dû rencontrer des milliers d'êtres que j'ai interrogés, avec qui j'ai voyagé, être vraiment enseigné sur la mécanique des corps, de l'interaction des octaves des différents corps avec les différents plans, leur infusion, les fluides, comment ça circule, comment ça fonctionne, comment ça se cristallise dans les plans, comment ça s'adhère, comment on peut modifier les champs vibratoires. Enfin, il y a eu tout un enseignement qui s'est vraiment fait pendant des années sur ça.
Et, euh, et en fait, j'étais pas du tout à ce moment-là véritablement attiré en fait pour même former ou même être avec des gens et partager et transmettre. En fait, j'étais pas. Et d'ailleurs, j'ai jamais cherché à le faire. J'ai jamais fait de formation spécifiquement avec l'intention, en tout cas, de partager, de transmettre ou d'être formé à ça. Et c'est un peu, je vais pas dire malgré moi, hein, parce que c'est une grâce, hein, mais les choses sont venues me chercher parce que c'est des gens à qui me demandaient en fait de venir et de faire un travail chez eux ou de lire en fait tout leur lieu et de communiquer avec les esprits créatures et tous les êtres pour voir est-ce que c'était juste de construire ça, est-ce qu'il n'y avait pas un problème dans tel endroit. Et comme ça résolvait les choses, il y avait des gens dans toute la France qui se parlaient, je recevais des appels de coups de téléphone un petit peu partout, à tel point que j'ai été obligé d'arrêter de travailler en fait, hein. Et c'est là que j'ai dû petit à petit, malgré moi, même à chaque fois appeler un client de paysagiste et dire je suis désolé, je peux pas venir ce printemps-là, je peux pas, j'ai pas le temps. Et j'ai commencé Mhm. à voyager dans toute la France, appelé par des gens qui m'appelaient pour résoudre des problèmes de terrain, de failles, de fissures, de toutes ces choses-là. Et, euh, et juste pour revenir un tout petit peu avant à ce que je disais, cette spiritualité, cette reliance avec le divin, elle s'est faite parce que des expériences m'ont amené à ouvrir des espaces, on va dire, vraiment beaucoup plus vers le haut. Et il y a eu des expériences vraiment profondes d'extase et d'aspiration, en fait, qui ont fait et qui m'ont véritablement fait, j'ai pas le mot, mais comme s'il y a enfin, j'ai compris que c'était ça. C'était pas ce leurre de m'ouvrir à de plus en plus de plans, à de plus en plus de strates, à de plus en plus d'espace. Et il faut que je m'ouvre, que je monte, que j'ascensionne, que je m'ouvre à ce qui est plus haut. Et en même temps que j'ai réalisé ça, j'ai réalisé qu'il fallait que je m'ouvre à moi-même et que la verticalité ne suffisait pas, qu'il me fallait de la profondeur. Et la profondeur, c'était le cœur, en fait. Et tous ces êtres-là et toute cette reliance, en tout cas, m'a amené à ça. Et maintenant, elle m'amène plus, de ce fait, par la suite, à cette horizontalité. Hein. Et cette horizontalité, c'est la reliance aux autres, aux gens, au monde. Hein. Et, euh, et voilà qui m'amène une vie beaucoup plus peut-être ancrée, mais familiale, je vais dire ça comme ça. Hein, parce que j'ai ma petite fille qui Mhm. est arrivée dans ma vie il y a quelques mois. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus tu vois, un petit peu comme si il y avait quelque chose qui m'avait amené à vouloir, à vouloir fuir le monde, le tester, en sentir les limites, me tester moi, me connaître moi et connaître mes limites et voir jusqu'à où j'étais capable d'aller, jusqu'à où aussi. Tu sais, il y a beaucoup une recherche de confiance en soi aussi. Hein. J'ai eu un parcours qui n'était pas simple, j'ai été abandonné quand j'étais petit, donc il y a eu cette recherche de valeur aussi, de reconnaissance de moi. Et, euh, et, et, euh, et je pense que tous ces voyages ont fait que je me suis rendu compte que je me suis véritablement rendu compte de ma valeur et je me suis rendu compte que, que je savais véritablement de quoi j'étais capable. Et que Mhm. j'avais plus peur en fait des autres, j'avais plus peur de ce que la vie me proposait. Je savais véritablement en fait ce que j'étais. Et il y a quelque chose qui s'est ancré en fait en moi vraiment par rapport à ça. Donc il y a quelque chose qui a pu un jeu qui a pu se reconstruire comme ça. Et ça m'a pas empêché de passer sur la table et de pleurer pendant des jours avec de multiples thérapeutes, hein, pour aller ensuite rechercher cet enfant blessé aussi, parce qu'il y a eu énormément de protection, d'armure aussi, une énorme puissance de protection qui avait été mise à la hauteur de la blessure aussi qui était présente. Hein. Et donc voilà, ça a été tout ce cheminement, tu vois, de travail, de thérapie, de méditation, qui a fait que petit à petit, je me suis orienté beaucoup plus, en tout cas, vers une spiritualité plus amoureuse, plus Mhm. divine quelque part. Hein. Et c'est aussi ça Et que j'apprécie beaucoup chez toi. Le fait merci. que ce soit incarné dans le cœur, incarné dans la matière, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de partager une spiritualité incarnée, dans le sens où on va pas juste euh, aller chercher que des concepts et qu'on va vraiment essayer d'en faire quelque chose. Et je trouve que tu l'expliques très bien justement dans tes vidéos où tu invites les gens à méditer, où tu leur expliques comment prendre du recul, comment s'observer, comment se mettre dans la posture de l'observateur, entrer dans des espaces d'humilité, chercher comment vraiment être
en amour pour soi, pour les autres. Et c'est ça, effectivement, que je trouve très inspirant. Et aussi avec ton parcours, ce que je trouve magnifique, c'est qu'on voit bien que t'es pas allé chercher, t'es pas allé forcer qui tu es aujourd'hui. T'as juste, en fait, suivi ce que la vie t'a apporté et ce que tu vibrais profondément à l'intérieur de toi. Et ce qui est aussi beau, c'est que tu dises, voilà, que tu t'es découvert et que une fois que tu savais qui tu étais et quelles étaient tes valeurs, tu pouvais être droit avec ça et avancer vers la prochaine étape. Et je sens qu'en ce moment, ce genre de témoignages, ils sont hyper importants parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent. Euh, Tu vois, qui se demandent où est-ce qu'il faut qu'ils aillent, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, par quelle porte spirituelle rentrer. Et c'est beau de voir que effectivement dans ce chemin, il n'y avait pas de volonté de se dire ah je vais transmettre ça ou je vais être un enseignant spirituel. C'était juste je vis et je me laisse porter par ce qui est présent. Et ensuite il y a des choses qui ont émergé. Donc ça c'est Hmm. vraiment beau de voir comment ça a pu fleurir en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, ça, je le dis aussi, et ça aidera peut-être des personnes qui écoutent aujourd'hui, mais il faut savoir que tu vois, parler devant des personnes, tu vois, faire des conférences. Je fais des conférences à beaucoup de monde, même dans mes stages, il y a beaucoup de gens, j'accompagne une centaine de personnes par année. Et, mais malgré tout, la première fois que j'ai fait un stage, la première fois qu'on m'a demandé de faire un stage, parce que j'avais des gens qui me disaient, mais il faut que tu fasses des stages, il faut absolument que tu viennes, je co-anime un stage, viens avec moi. Et moi, je voulais pas trop, en fait, j'étais gêné, en fait, je voulais, enfin voilà, j'étais gêné. Et ben, la première fois que je me suis mis en situation, je me suis dit, ok, je vais aller faire un stage, je vais venir à son stage et je vais co-animer. Et de toute façon, c'est pas dur, je dis juste ce que j'aime, en fait, je dis ce à quoi j'aspire et puis je partage mon expérience. Et ben, malgré tout, j'ai dû aller faire une séance de thérapie et de sophro pour être capable de parler devant 12 personnes parce que j'étais pas capable, en fait, j'avais peur, en fait, vraiment peur de me livrer. Le trac, en fait, de parler de moi, d'être devant les gens, et c'est intéressant parce qu'en même temps, j'avais tellement dépassé de choses, tu vois, je m'étais tellement trouvé, j'avais tellement machin, et de nouveau, la vie me mettait face à cette horizontalité dans un espace que je n'avais pas travaillé, tu vois, la transmission, la vulnérabilité, l'authenticité, tu vois, le partage, tu vois, parce que tout mon monde, il était intérieur, mon monde, je le gardais pour moi, en fait. Et il y a eu comme un moment où il y a eu une, une, je sais pas, une poussée quelque part de la vie pour que ça ne reste pas en moi. Et je dis pas que ça ne reste pas en moi pour le monde, pour l'humanité, pas du tout, tu vois. Je suis pas à me dire je change quoi que ce soit ou j'étais là dans quelconque mission. Simplement, sans doute pour moi, tout simplement, pour être capable de fleurir dans d'autres espaces, il fallait que cet espace s'ouvre et puisse s'exprimer, en tout cas, d'une manière plus, plus vrai ce que j'étais et d'avoir en tout cas ensuite cette dimension vis-à-vis de moi et cette sérénité vis-à-vis de moi pour ensuite, par voie de conséquence, être capable ou en tout cas avoir l'opportunité de pouvoir transmettre à d'autres personnes. Mais ça, c'est la conséquence. Hein. Hmm. C'est pas. Hmm. Et justement, ce mouvement que tu as dû faire vers l'avant, l'horizontalité dont tu parles, c'est aussi cette ouverture de cœur, de plus rester que dans ton monde, mais d'aller vers les autres, d'aller dans le monde, d'accepter de partager, d'accepter de se montrer, de rayonner, etc. Et, moi, je discute souvent avec des gens et cette question revient beaucoup. Je crois que tu avais fait une vidéo sur le sujet, mais si jamais tu veux peut-être partager sur cette question justement d'ouverture du cœur, où les gens demandent mais oui, mais je comprends pas, ça veut dire quoi être dans le cœur, c'est quoi ouvrir son cœur? C'est toujours un petit peu parfois conceptuel et c'est pas évident pour les gens d'arriver à se rendre compte que voilà, c'est juste retrouver notre force, notre divinité, notre lumière. Mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de partager autour de ça? La première chose qui me viendrait, c'est que. Mais après, chacun son chemin. Hein. Je le dis avant tout, hein, vraiment chacun son chemin. Parce qu'il y a des personnes qui doivent véritablement expérimenter des méandres, des sentiers, des petits chemins avant de retrouver leur autoroute intérieure. Hein. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est important de le respecter, en fait. C'est pour ça qu'on peut pas parfois, même on ne peut pas, en fait, juger ou avoir un avis même, en tout cas, sur les chemins que certains empruntent, parce que ça fait partie, en tout cas, des besoins, en fait, que leur être a de débroussailler, en tout cas, leur monde intérieur. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que
notre principale épine, et vraiment, je dis vraiment, c'est vraiment l'obstacle premier, c'est que nous cherchons à être autre chose que ce que nous sommes. Et il y aurait juste ça à dire, tout simplement. Et je pense qu'il n'y aurait pas d'autre chose que ça à dire. C'est-à-dire qu'on cherche à être spirituel, on cherche à être un être divin, on cherche à être un être éveillé, réalisé, on va être, je sais pas, un enseignant, un chaman, un ceci, un cela, etc. On tente en tout cas même si on le devient, c'est pas le problème en fait, mais on cherche dans cette aspiration et cette quête euh, à, plutôt que ce soit un plaisir ou une passion ou un loisir, tu vois, ou quelque chose qui nous fait plaisir, et ben il y a derrière cette quête profonde de devenir quelqu'un d'autre, de Mhm. développer quelque chose d'autre que ce qui est là. Et ça, c'est le principal obstacle. Parce qu'en fait, généralement, euh, en faisant ça, on se coupe de nous-mêmes pour devenir quelqu'un d'autre, pour atteindre un autre espace en fait qui est là tout le temps, qui nous ouvre les bras en fait, qui est cette âme en fait, et ce cœur qui sourit en permanence en nous regardant gigoter dans tous les sens, en allant à droite, à gauche, alors qu'en définitive tout est là. Mhm. Et pour rebondir en tout cas sur ta question, eh ben, en fait, c'est un peu pareil avec le cœur. C'est-à-dire que on n'a pas besoin en fait de, de chercher à aimer. On est amour. Mais c'est pas juste un concept. Hein. C'est qu'en fait, c'est vrai. Une personne, elle n'a pas besoin de chercher à aimer. Tu mets un petit enfant, tu mets n'importe qui, regarde, tu rentres dans une salle d'attente de quelqu'un, dans n'importe quelle salle d'attente de médecin ou de quoi que ce soit, et il y a une personne qui est tout seul, une mamie, un papy, quelqu'un qui est n'importe qui, et tu lui laisses un tout petit chat. C'est un tout petit chat, tout mimi comme ça, et tu rentres vite fait et tu dis tiens, tenez, vous pouvez me le garder un petit peu, je dois m'en aller, je reviens tout de suite. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer si on le filme? On va le voir, ouais, il va se demander, et petit à petit, ouais, et d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer au bout de quelques minutes? Hein. Eh ben, le cœur, il va s'ouvrir, hein, tout simplement. Et tu vois, les choses, elles sont pas compliquées. Le cœur, il n'y a pas besoin de forcer, en fait. Il n'y a pas besoin de tenter de forcer cette ouverture de cœur. En fait, il nous suffit juste euh, déjà de porter notre conscience sur ce que nous sommes, nous. Le problème, généralement, s'il y en a un, je dis souvent, c'est que quand on porte le regard sur nous, on voit tout l'inacceptable, on voit tout le déni en fait que nous avons fait, et ça nous fait trembler en fait, ça nous fait peur, et on sent cette vulnérabilité, et directement on tente d'en sortir parce que d'un seul coup on ne s'accepte pas comme ça. Mais la chose c'est pas que nous sommes ça, c'est simplement qu'il nous faut nous unir tranquillement. Il nous faut purger en fait ce que nous ne sommes pas pour tranquillement, en tout cas, petit à petit, laisser cette présence, laisser cette simplicité et laisser cette sincérité en fait envers nous-mêmes venir petit à petit et naturellement il y a quelque chose qui se pose. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout aimer, tu vois. C'est pas la chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ouvrir son cœur c'est tout aimer, mais si on questionne quelqu'un sur Judy, t'aimes bien le Mexique, t'aimes bien la Normandie, l'Écosse ou tu préfères l'Amérique latine? Tout le monde va avoir un avis, par exemple, sur un paysage. Il y en a qui disent ah non, mais j'en ai marre de la flotte. Moi, les pays en Angleterre, c'est pas mon truc. Quoi? Mais moi, je pensais que tu avais le cœur ouvert. Mais et t'aimes pas l'eau, t'aimes pas l'Angleterre. Mais comment ça se fait? Tu vois, ça, on le dit jamais. Bah oui, on se dit, on réagit pas à ça généralement. Par contre, si on dit ah moi cette personne, j'ai pas beaucoup d'affinité, j'aime pas trop ces types de personnes, ou cette personne-là, j'ai pas trop d'affinité. Là, par contre, on se dit comment ça? Je croyais qu'il avait le cœur ouvert. Comment ça se fait qu'il aime pas ces personnes ou qu'il aime pas être dans ce type d'atmosphère, etc. Et en fait, la chose, ça veut pas dire en fait au niveau du cœur qu'on doit tout aimer. C'est déjà qu'on doit apprendre à se respecter. C'est la première chose en fait. Tu sais, c'est toujours la même chose, c'est que apprendre à chercher l'amour, c'est avant tout un premier regard très égoïste envers soi-même. Parce qu'on ne Mhm. peut pas voir l'autre si on n'accepte pas de se voir soi-même. On ne peut pas vraiment ouvrir son cœur à l'autre si on n'accepte pas d'ouvrir notre cœur à nous. Et le problème, en tout cas la problématique, encore si on a une, on va dire ça comme ça, c'est que si on ouvre notre cœur, mais on n'a pas ouvert notre cœur à nous-mêmes, on l'ouvre avec des carences, on l'ouvre de manière bancale, et ça va toujours être teinté d'une
d'une tentative de geste de retour, d'une tentative de comment ça s'appelle, de reconnaissance, et ainsi de suite, des choses qui naturellement vont nous revenir pour nous faire travailler, pour tenter de rééquilibrer cet espace que l'on n'avait pas vu en fait. Donc en fait, plutôt que faire des gestes à l'extérieur un peu désespérés à chaque fois pour tenter d'ouvrir notre cœur alors qu'on cherche à récupérer de l'amour, hein, c'est toujours le principe d'inversion, hein, et ben il faut accepter en tout cas de pour l'instant des fois de juste se regarder et de s'ouvrir son cœur à soi-même, juste à soi-même. Et c'est vraiment le premier geste le plus important en tout cas à faire. Et une fois qu'on l'a fait, et en tout cas qu'il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir en fait à l'intérieur, et ben on se rend compte que si on se pose et on regarde véritablement avec le même regard que l'on se regarde les autres, et ben il y a quelque chose qui s'ouvre en fait. Il y a quelque chose qui juge moins, il y a quelque chose qui s'apaise. Et il y a quelque chose qui... ça ne veut pas dire que le mental inférieur ne va pas juger, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir d'opinion, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas il m'énerve avec ces trucs, ah là là, et toujours ça. Tu vois, ça c'est toujours là, c'est pas grave ça. La chose qui est importante, c'est de ne pas être dupe de cette voix, de cet arrière-fond, de ce phénomène mental qui arrive, mais de réussir à regarder au bon endroit tout simplement. Et quand on arrive à le faire, naturellement, on se rend compte qu'on arrive à ouvrir notre cœur, on arrive à comprendre l'autre, proportionnellement à la hauteur à laquelle nous sommes capables de nous comprendre aussi nous-mêmes. Donc si nous sommes tolérants et nous avons accepté d'être juste OK avec ce que l'on est et de ne pas chercher à être plus que l'on est, on ne demande pas à l'autre d'être plus que ce qu'il est. Et le jugement vient du fait de demander à l'autre ou de voir l'autre comme quelque chose qu'il ne devrait pas être. Et c'est toujours un problème d'acceptation. Quand on n'accepte pas l'autre, c'est parce qu'on voudrait qu'il soit moins con. Et on voudrait qu'il soit moins bavard, moins stupide, moins maladroit. Tu vois, il y a toujours en fait une projection de quelque chose que l'on n'accepte pas. Mais tout ça, ça se situe en nous, en fait, ni plus ni moins. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est important de comprendre que ce geste doit être en nous. Et tu vois, je dirais aussi, ce qui est important, c'est que je pense que pendant beaucoup d'années, tu vois, pareil, après, je parlais de mon parcours tout à l'heure, mais j'étais quelqu'un qui a été passionné en fait des traditions, passionné aussi de toutes les traditions, du lien entre toutes les traditions, les religions, tous les exercices initiatiques, tout ce qui était lié en tout cas à la conscience. Et je suis parti en Inde rencontrer des maîtres, beaucoup de maîtres, des éveillés, des incarnations divines avec qui j'ai cheminé, on va dire ça comme ça aussi pendant quelques années. Et bien que ce soit extraordinaire, tu vois, bien que ce soit magnifique, en fait, ce qu'on peut vivre et qui peut être essentiel aussi pour certaines personnes, comme ça l'a été aussi pour moi, ben, je dirais que ce que ça m'a appris, c'est que l'amour, je devais le chercher. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi, hein, d'accord, je fais de mon mieux en fait chaque jour, mais l'amour, j'ai compris que il était, il devait être trouvé là en fait dans chaque chose, avec ma fille, avec ma compagne, avec mes gestes au quotidien, avec mon travail, mes loisirs, quelque chose devait se détendre tranquillement et sereinement. Et ce qui avait été incarné, ce qui avait été réalisé dans d'autres espaces intérieurs, devait naturellement, pour qu'ils aient un sens, hein, je dis bien pour qu'ils aient un sens et que ce ne soit pas quelque chose de subjectif, pour que ça se transforme substantiellement en une action, eh ben, il fallait que ce soit vécu naturellement dans le quotidien du monde horizontal. Hein. Il ne fallait pas que ça reste quelque chose de verticalement transcendant, hein, comme certains enseignements, en tout cas, ont l'air de l'arborer. Mais quelque chose qui doit naturellement, tranquillement redescendre dans le corps, s'infuser dans la chair, dans les cellules. Car c'est comme ça, en fait, qu'on transforme le monde. Tu sais, on peut pas amener la paix, je pense, sur cette terre si on ne la trouve pas en nous. Parce que véritablement, notre souhait d'amener la paix, même si on fait des gestes de paix, où on tente de créer une association qui va amener la paix, mais derrière, il y a de la colère, que le monde ne soit pas comme nous voulons, et ben, dans l'impact vibratoire que ça va donner, ça va forcément amener quelque chose qui ne va pas être sain et qui va amener une résistance et qui va faire réagir des forces intérieures et vibratoires. Alors que s'il y a quelque chose qui est posé véritablement, on fait une action de paix parce que nous sommes la paix, ce qui est généré, ce qui est envoyé, ce qui est infusé, n'a pas de point de contact et n'a pas de point de résistance. Et donc, de ce fait, peut naturellement, en tout cas, trouver son récepteur et de nouveau sa conséquence vibratoire qui peut infuser et véritablement changer les choses. Un petit peu comme quoi, si quelqu'un parle avec son cœur et
et calme, il n'y a pas besoin qu'ils disent à l'autre, sois calme, mais tais-toi, sois calme, allez, tu te calmes, on va se calmer, C'est regarde, je suis calme. naturel. Ouais, si l'autre il est calme, même s'il ne dit pas à l'autre d'être calme, l'autre se calme naturellement. Par mimétisme vibratoire, il se calme parce qu'il sent le calme. Hmm. Ouais, et puis c'est justement c'est très très imagé tout ce que tu dis et ce qui ressort aussi et souvent la problématique encore une fois c'est ces histoires de mental d'ego. Alors on entend tout le temps hein, souvent mon mental c'est mon ennemi, c'est mon obstacle, mon ego c'est mon obstacle, ma spiritualité, etc. Mais je trouve que justement par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment la difficulté peut-être. Moi je sais que parfois ça m'arrive de simplement ne pas vouloir être dans cette posture justement de contrôle, de manipulation, de faire les choses à sa façon, c'est plus d'accueillir en fait, accueillir ce qui est en train de se passer, accueillir que on n'a pas le contrôle sur tout et accueillir le fait que on peut simplement observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, incarner la paix à l'intérieur de soi, être dans l'amour et ne pas justement vouloir, parce que ça, je pense que c'est des pièges justement un peu d'un orgueil naturel qu'on a à vouloir créer le monde à son image, que tout le monde pense comme nous, que tout le monde agisse comme il faudrait. Et c'est ça qui en ce moment et de façon globale a tendance à diviser l'être humain, c'est qu'il veut absolument imposer sa vérité parce qu'il n'arrive pas encore complètement à Hmm. l'incarner à l'intérieur de lui. Hmm. Ben, on est encore, on est une esquisse encore de l'humain. Hein. Et, euh, et tu vois, je pense il y a encore tellement d'espace à découvrir, tellement d'espace à explorer, tellement d'espace à aimer, tu vois, et à accueillir en nous que on est encore, on est des animaux humains. On va dire ça comme ça. On est encore quelque chose qui sort de l'ère animale, qui tente de faire pousser comme ça le mental, qui touche et qui commence à toucher à sa divinité. Et tu vois, c'est pas simple parce que quand on est des êtres encore animalo-humains et qu'on est des êtres dans cet espace de transition dans lequel on commence à toucher à cette, euh, à cette conscience spirituelle, à cette divinité, on est entre les deux, entre un espace encore tellement conditionné par la partie très duelle en fait de notre conscience, de notre côté animal, fait de compulsion, de pulsion, d'avidité, de territoire, de machin, etc. Encore un côté très animal, et d'un autre côté, un espace qui peut se révéler, qui peut toucher à la présence. C'est inconfortable en fait. C'est vraiment inconfortable. Je dirais, c'est plus inconfortable pour un être qui s'éveille à lui-même que quelqu'un qui se pose pas de questions. Hein. C'est pour ça qu'on est plus mal généralement quand on commence le développement personnel que quand on n'y était pas. Parce qu'on prend conscience du ravin qui nous sépare quelque part de ce à quoi on aspire et on prend véritablement conscience de ce que on veut atteindre et de tout ce qui tous les obstacles en fait qui sont présents et qui nous font souffrir. Ça peut même encore plus nous faire souffrir. Hein. Et c'est là que commence en tout cas un petit peu le vrai chemin. Mais en fait, le chemin, il s'arrête jamais. Hein. Pour moi, pour ma part, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment infini, quoi. Ce chemin, il est vraiment infini. Et Mm. c'est là aussi où entre vraiment en jeu l'importance de la compassion. Quand tu dis que quand on ouvre la brèche, c'est vrai qu'après on peut carrément se perdre dedans, mais la compassion pour soi, parce que on le voit aussi beaucoup, cette espèce d'idéal spirituel ensuite qu'on va nourrir de ah non mais il faudrait pas que je m'énerve, il faudrait que je puisse être tout le temps en paix, il faudrait que j'aime tout le monde. Ça vient nous rajouter en fait des espèces de couches de pression, de stress. Et il y en a même qui vont presque faire des espèces de burn-out spirituel parce que ils se mettent tellement d'enjeux, de il faut absolument que j'arrive à être comme ça, à faire ça, etc., à trouver ma mission de vie. Et donc ça devient hyper anxiogène alors qu'en fait à la base on cherchait la paix. Mm. Ouais, ça, c'est vraiment le principe d'inversion. Hein. Et, euh, et c'est vrai que cette, cette recherche, en fait, avide de paix, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas mal à la, je vais pas dire tendance, mais la chose, c'est qu'on a accès à tellement de connaissances. Et la chose, c'est que si on tape sur Google juste je cherche la paix, on a des millions de résultats avec voilà, tu as trouvé la paix, cherche la paix, formation en 30 jours de trouver la paix. Tu vois, et donc de ce fait, voilà, on a enfin un sens à notre vie, on a un sens en fait, on utilise ça comme l'achat d'un objet en fait, tout simplement, comme un désir, quelque chose qui s'accapare. Mais en fait,
cette union à l'objet, cette union à la quête et cette union à la recherche de paix, eh ben, c'est la tentative maladroite du cœur, quelque part à travers les corps, de simplement rechercher l'amour. Hein. Et en fait, l'amour, c'est une union simple avec ce qui est. Mais ça, parfois, il nous faut longtemps pour le découvrir. Et on ne peut pas, parfois, même si on nous le dit, même si on écoute 45 lives, 45 directs, on va au Darshan Dhamma de Mère Mira, on va voir des maîtres, etc. On va faire plein de choses. On ne peut pas pallier à cette temporalité de recherche qui fait partie de notre chemin. Et pourquoi, j'en sais rien. Il y a vraiment un aspect temporel des choses et il est important parfois que les personnes vivent les choses et traversent des choses et mûrissent des choses. Et en fait, euh, il y a comment dire, il y a cette ouais, enfin, je vais partir sur autre chose. Il y a un vrai facteur expérimentation, comme tu dis, que ça descende dans les corps, qu'on l'incarne, qu'on s'enracine vraiment dans nos valeurs, dans ce qu'on a envie de manifester, dans notre vision. Et c'est là où parfois c'est encore difficile parce qu'on a tellement été façonné à tout gérer avec notre esprit, à notre mental, en pensant qu'on peut résoudre tous les problèmes à la force de l'esprit, qu'on a oublié qu'on avait un corps et que, comme tu dis, l'amour et la joie, elle se vit d'abord avant de. Ça va être difficile d'expliquer à quelqu'un. Bon, tu peux vivre la joie avec ce concept-là, mais tant que tu l'as pas vécu et que tu t'es pas dit genre oh là là, mais c'est incroyable, la vie elle est magnifique, comme tu dis, l'histoire du chaton avec la personne âgée, où, voilà, on le voit dès qu'on vit un moment de partage avec nos amis, moi je sais que je le vis quand je danse, quand je chante, c'est des moments où je suis en totale béatitude, en totale extase, et ça c'est quelque chose qui est difficile à conceptualiser et à trouver dans des livres, en Hmm, fait. ouais. Et il y a aussi une chose aussi qui est intéressante, c'est que notre conscience recherche la permanence. Et ça, c'est Mm. aussi un autre piège. C'est-à-dire qu'en fait, on désire, tu vois, on va se prendre je sais pas moi, une crème, une mousse au chocolat ou une bonne crêpe ou un truc qui nous fait plaisir, tu vois, ou un bain chaud, qu'importe la chose. Et ben, il y a quelque chose où on se met dedans, par exemple dans le bain. Ah, ce serait bien que ce soit tout le temps comme ça. Ou alors on prend le chocolat. Ah, et il y a toujours cette intensité, c'est cet aspect qui recherche la permanence. Et la permanence n'est pas de ce monde manifesté. C'est encore une tentative de la partie manifestée de nos véhicules, de notre être, qui cherche à reproduire l'aspect permanent de notre présence. Tu vois, c'est en fait notre présence, elle est en train d'éduquer en fait nos corps. Et nos corps, ils le font maladroitement. Ils recherchent l'union dans le désir, dans la possession. Après, ils recherchent l'intensité et la compulsion des choses et la quête dans l'impermanence, alors que c'est pas possible. Hein. Et en fait, il y a plein d'erreurs maladroites qui sont faites comme ça. Et je pense qu'il faut vraiment une certaine maturité en fait de conscience qui peut venir que par l'expérience, en fait, doucement et doucement. Et là, j'aurais envie de dire aux personnes que c'est vraiment bon signe d'aller mal. Et ça ne veut pas dire que je vais pas mal moi non plus des fois. Hein, ça c'est important de le dire. Je veux dire, il y a pas, c'est pas parce que je parle de joie, je parle d'amour, je parle de conscience que je vis en extase et je me réveille le matin en extase, que je suis dans la joie, etc. Non, pas du tout. Mais la chose que j'ai apprise peut-être et qui m'accompagne maintenant, c'est que il y a des espaces qui se sont véritablement ouverts. Et si François il va pas bien parce qu'il a des problématiques, derrière il y a ce sourire que je sens, il y a cet accompagnement, il y a cette présence divine qui est toujours là, à laquelle je peux m'abandonner, et cet accompagnement profond qui fait que je ne suis plus dupe en tout cas de ces états. Et il y a une partie de moi qui en sourit profondément, et puis il y a une autre qui se lamente un petit peu hein, à côté, mais ça fait partie du jeu. Et ce qui nous amène une paix en fait véritable, c'est véritablement de voir ça et d'être ok avec ça. François, il est chiant, François, il est grognon des fois, François, il se lamente sur des conneries, etc. Il s'emmerde avec des petits trucs, avec des détails, avec des conneries, tu sais. Et c'est très bien comme ça, c'est pas grave. Hein. François, c'est juste la manifestation, la cristallisation d'un véhicule, et elle durera pas, ce véhicule, il ne durera pas. Tu vois. Mm. Et si, quelque part, ce qui dure, c'est au plus profond, en fait, c'est ce qui est là, c'est au plus profond de nous. Et ça, c'est permanent. C'est permanent, du moins, ça a une ligne de permanence beaucoup plus profonde. Et ça, c'est tout le temps là. Et je sais que quand François s'éteindra profondément, quand les cellules de ce corps physique, en tout cas, s'éteindront, ce sourire, il sera là, il sera encore plus grand, tu vois. Et ce corps a été créé ne sera pas quelque chose qui s'éteindra. Ce sera juste quelque chose qui s'unira naturellement. Hein. Donc, tu vois, il Mm. y a quelque chose qui est il y a quelque chose qui grandit de plus en plus. C'est souvent ce que je dis à des personnes comme ça, c'est que
j'échangerai pas pour 8 milliards d'euros, tu vois, cette relation que j'ai créée vraiment avec le divin. Hein, parce que je pense qu'il n'y a pas plus grande richesse que de faire fleurir en tout cas ces espaces-là en nous et de les sentir à chaque instant, mais Mm. vraiment à chaque instant. Et sans pour ça, forcément discuter avec ou chercher à comprendre ce qu'il y a. Il n'y a pas besoin d'être là en relation avec 46 présences, etc. C'est pas ça. C'est juste la présence, le un, l'une, l'unique qui est là profondément et en même temps individuel, incarné dans le multiple que je suis et pourtant intimement unique avec moi-même. Tu vois? Et quand il y a ça, il n'y a même pas besoin de comprendre la vie ou de chercher quoi que ce soit. On est en paix avec la mort et on est OK en fait sur le processus de dualité parce qu'on n'est plus dupe en fait de l'illusion. Et c'est Tu notre vois plus ce que je veux grande dire? richesse. Je pense que c'est notre plus grande richesse en ce Hmm. moment. On est en train de s'en rendre compte. C'est enfin, je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai eu des échanges avec des amis avec qui on co-crée, avec qui voilà, on accompagne les êtres, etc. Et on se dit, mais en fait, euh, notre plus grande richesse actuelle, c'est justement cette connexion qu'on a développée, ouais, ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand, la capacité à voir les synchronicités. Hmm. Et pour moi, c'est ça la vraie richesse. Et même si tout s'effondre et tout se casse la gueule, eh bien, au moins, on aura ça. Et on aura tellement fait grandir ces valeurs intérieures, la connaissance de soi, Hmm. reconnaître notre propre richesse, que même si voilà, le système bancaire, etc., tombe, et ben en fait, on pourra reconstruire quelque chose de différent parce qu'on aura tout ça à l'intérieur de nous et c'est ça qui est voilà la plus grande richesse, je pense, vraiment au milieu de tout ce chaos. Hmm. Ouais, en même temps, tu vois, c'est notre capacité à voir nos ténèbres intérieures sont proportionnelles aux ouvertures lumineuses que nous avons faites. Ce qui veut dire qu'en fait, véritablement, plus on va monter en vibration, plus on va s'ouvrir intérieurement, plus de la lumière va s'infuser en nous, plus par principe d'inversion vont se révéler les espaces d'ombre en fait dans lesquels qui avaient été refusés et non accueillis. Ce qui veut dire que quelque part, la symbolique qu'aujourd'hui ce monde paraisse ténébreusement, on va dire, euh, perturbé, n'est que la symbolique d'une ouverture qui se fait humainement en fait dans la conscience de l'homme, qui permet enfin de révéler les choses. S'il y a autant de mensonges aujourd'hui dans le monde politique, s'il y a autant de mensonges révélés de manière tellement évidente chaque jour dans tous les niveaux de la société, d'une manière même presque effarante, hein, sans même se cacher, mais vraiment sans se cacher. Et c'est vraiment le signe que quelque part, il y a une lumière qui est là pour l'éclairer. Autrement, ça ne sortirait pas. Ce qui n'est pas éclairé ne peut être vu. Donc si c'est maintenant naturellement même exprimé, c'est pour te dire à quel point il y a une pression lumineuse sur ce que nous sommes en train de vivre. Donc pour ça, il faut vraiment se détendre en fait. Il faut vraiment se détendre, il faut laisser faire les choses. On vit dans un principe divin, même si la dualité a pris corps dans cette manifestation, il n'y a que un, il n'y a qu'une seule présence. Si c'est autorisé par la présence, et si la présence elle-même accepte ça, c'est que c'est le principe qu'elle a, qu'elle a elle-même euh, accueilli, qu'elle a manifesté, en tout cas quelque part à un certain niveau, pour qu'un certain travail puisse se faire. L'amour, il existe dans la présence. Il existe dans l'unicité en fait de la conscience. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est pas juste. Dieu est amour. Ce qu'il veut, c'est le manifester. Mais pour qu'il puisse le manifester, il faut qu'il puisse pousser comme une plante sans racines. Et tu as vu une plante quand elle s'enracine, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle a les racines dans la terre. Elle va puiser dans la terre. Il y a une partie dans l'ombre et une partie aérienne. Et donc c'est un peu pareil, c'est que si on veut faire fleurir l'amour manifesté, c'est-à-dire sur les planètes, dans les univers, dans la création manifestée sur notre Terre, il faut que nous nous enracinions et que nous transformions, en tout cas dans les terreaux de l'expérience et de l'inconscience, on va dire, les plus belles floraisons d'amour que le divin a dans son cœur, mais qu'il n'a jamais pu manifester et faire fleurir. Et chacun d'entre nous, on est en fait une fleur, une qualité qui est unique, que personne n'a et que personne d'autre ne peut manifester autre que nous. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Et c'est pour ça que personne ne peut dire que notre chemin n'est pas le bon. Personne ne peut nous dire par quel chemin on devrait se développer ou qu'est-ce que nous devrions faire pour nous développer. Parce qu'il n'y a que notre âme qui contient en tout cas ce diamant, en tout cas dans notre cœur, qui sait où est-ce qu'elle doit nous guider pour développer cet amour qui est unique et que personne d'autre ne peut manifester autre que nous. Mm. Hmm. Merci infiniment.
C'est gentil. Merci Aurore. Merci vraiment, vraiment, vraiment. Euh, voilà, qu'en plus on termine là-dessus, c'est juste magique. C'est vraiment magique. Merci pour tous tes partages, pour ce parcours, pour le très bel échange qu'on a eu. Je sens qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de monde qui a été touché et il y en aura beaucoup d'autres qui vont être touchés certainement. Donc merci pour Merci. ça. Euh, pour voilà, je veux dire aux personnes qui ont apprécié, qui sont entrées en résonance avec tout ce que tu fais. Si tu veux dire quelques mots sur voilà ce que tu proposes. Tu m'as dit qu'il y avait un programme qui allait bientôt sortir. Voilà, si tu veux dire Et quelques mots là-dessus pour terminer. ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, je propose généralement des cursus longs à l'année. En fait, je prends vraiment des gens et des groupes hein, limités en fait que je prends à l'année. Donc généralement, même presque les stages sont généralement presque pleins, même pas loin d'un an à l'avance en fait. Hein, généralement, il reste encore quelques places. En tout cas, s'il y en a qui sont intéressés. Et il y a un stage qui est vraiment ce qui compte pour moi, c'est l'autonomie et le discernement. Et j'ai toujours essayé d'amener les personnes à être autonomes, en tout cas, et ne pas rester piégées dans, 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 dans des lignées avec des maîtres et avec tout un côté pas sain, en tout cas, de la spiritualité. Parce que pour moi, il est essentiel, en fait, que les personnes puissent avoir les clés. Je pense qu'aujourd'hui, on a les capacités de pouvoir être autonome, en tout cas, vraiment sur ces aspects. Donc, il y a vraiment un cursus qui est vraiment sur les clés initiatiques où j'apprends les gens à avoir toutes les clés, en fait, qui sont les clés, pour moi, les plus efficaces, triées vraiment sur le volet de toutes les traditions initiatiques qui développent les capacités, qui ouvrent le cœur, qui amènent en tout cas cet ancrage et tout ça. Et il y a un autre cursus qui est Esprit de la nature, ça s'appelle. Et c'est un cursus, les gens pourront voir pas mal de vidéos là-dessus, qui est un cursus d'une vraie ouverture, en tout cas sur les mondes invisibles, mais en fait principalement sur soi, sur le divin, et sur, en tout cas, qui amène aussi à l'harmonisation des lieux et à guérir la planète, à guérir la Terre, à harmoniser son lieu de vie. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui ouvre à cette connaissance vraiment assez intégrale des mondes et de notre constitution, en tout cas vibratoire, énergétique, et puis conscientielle, et puis amoureuse. Hein. Et puis autrement, les gens peuvent retrouver sur mon site, il y a un séminaire aussi qui est en ligne, qui est disponible maintenant, en tout cas si ça les intéresse. Et là, je suis effectivement en train de clore une grosse formation qui sera spécifiquement faite pour le web et qui s'appelle l'ancrage et gestion des émotions et qui est sur 3 jours en immersion avec un groupe. C'est quelque chose de vraiment moderne qui se fait pas et qui n'existe pas dans le milieu, quoi, parce que c'est vraiment une grosse équipe de cinéastes, réalisateurs, en fait, qui filment et on est vraiment en immersion, en tout cas, avec une dizaine de personnes dans un super lieu. Et puis il y a beaucoup d'échanges, de choses, de témoignages, de méditations. Tout est très très bien filmé et c'est vraiment pour que la personne qui suive ça puisse se retrouver complètement immergée, en tout cas, dans le séminaire et dans la formation comme si elle le suivait en fait, tout simplement. Hmm, Mm. super, merci beaucoup. Donc Donc ton site c'est Holosynergie. voilà, holosynergie, ouais. Mm. Holosynergie. Et allez regarder ta page YouTube, hein, ton compte YouTube. Il y a plein de super vidéos où vous allez pouvoir voilà, creuser plein de choses. Faites-les à votre rythme. Mais voilà, merci beaucoup pour tout ce que tu partages sur Merci YouTube. Moi, Aurore, j'avais merci. toute la formation de 2 jours aussi en ligne qui Mm. était super. J'avais fait pendant le premier confinement. Ça m'avait vraiment nourri le cœur et l'esprit. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Moi, je vais mettre de toute façon le replay en live. Mm. Euh, le live en replay, pardon, il commence à être tard. Et donc je vais mettre ça dans l'IGTV et ensuite je mettrai sur le YouTube, sur Facebook. Donc voilà, il sera partout parce que je pense que les gens ont vraiment besoin de pouvoir avoir accès à toutes ces ressources et vraiment merci pour ça. Merci Aurore, merci à toi pour cette invitation. Mm. Merci Merci à beaucoup. tous, en tout cas, à vous qui êtes présents ce soir. Mm. Passe une bonne soirée, Ouais, à dans toi bien aussi, ta à vous petite. aussi. Et puis peut-être à une prochaine avec grand plaisir. Bisous, Aurore. Merci. Bonne Bisous à soirée. tous. Belle soirée, au revoir. Salut.